Je vais concentrer mon propos sur les questions européennes. Il ne vous a pas échappé en lisant le document de travail absolument remarquable d'ailleurs qui accompagnait cette convocation qu'un très grand nombre de mesures, et encore j'ai l'impression qu'elles sont sous-estimées, vont se heurter à une logique européenne, à une directive, à un règlement, à une décision, à tout ce que vous voudrez. On sait très bien que, premièrement, les politiques nationales n'existent pas ou peu. Ce sont des simples déclinaisons locales, nationales, avec un habillage parfois modifié de décisions prises au niveau européen. Et deuxièmement, c'est que tout le dispositif des traités, l'acquis communautaire, comme on l'appelle, eh bien, c'est un verrouillage libéral total, et ça a été fait pour ça. D'ailleurs, si on lit les travaux qui ont été faits à propos des origines de la communauté économique européenne, on sait très bien que c'était le but affiché. C'était évidemment la paix avec l'Allemagne et tout ça, mais au fond des choses, c'était ça. C'est pourquoi je crois que le titre de notre colloque, ça ne devrait pas être seulement gouverner face aux banques, qui n'est pas un très bon titre parce qu'on a l'impression que c'est notre seul adversaire, notre seul interlocuteur. Or, il a été dit qu'en amont des banques, il y a les pouvoirs. Moi, j'aurais proposé gouverner malgré les banques et malgré l'Union européenne. C'est ça le véritable défi auquel nous allons être confrontés. C'est un défi énorme qui requiert un courage politique dont personne à ce jour au pouvoir n'a fait preuve. Parce que c'est un saut, c'est un pari. N'oublions pas que nous avons parlé du virus libéral qui infecte pas mal d'esprits, mais contre lequel il y a une immunisation. Ici, nous sommes armés. En revanche, le virus européiste, lui, ne provoque pas la même immunisation. Il est même, je dirais, aussi répandu, sinon davantage, dans les partis se réclamant de la gauche et les mouvements altermondialistes, dont celui auquel j'appartiens, où il sévit sévèrement. Il est plus répandu là qu'ailleurs, parce qu'effectivement, il y a une sorte de mythe de l'Europe en soi, comme on parlait de l'objet en soi. C'est pourquoi la tâche va être très difficile. On sait qu'il va y avoir collision, il faut s'y préparer. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, un gouvernement animé de bonnes intentions va dire, voilà, je vais faire ça, ça, ça et ça. La Commission européenne va aussi te dire, mais écoutez, désolé, Monsieur le Président Mélenchon, ce que vous dites là, c'est en contradiction avec l'article tant du traité. Voilà. Et je vous défère devant la Cour de justice de l'Union européenne. Alors là, il y a deux solutions. Ou bien le président en question dit, bah oui, effectivement, j'avais complètement oublié qu'il y avait cet article du traité, et je me range. Ou bien, donc il trahit purement ça. Ou bien il entre dans une logique de crise. Et une crise à l'issue, pas garantie d'avance. Alors, que faut-il, à mon avis, faire ? Première chose, il faut préparer le terrain. Il faut bien expliquer en détail, et plus que je n'ai le temps de le faire en quelques minutes, en quoi, point par point, telle mesure que nous préconisons est en contradiction avec tel ou tel point de l'un des traités, ou du traité qui les combine tous. Il faut le dire d'avance. Il y a un article sur la liberté de circulation, l'article, je ne sais plus quel est le numéro dans le traité de Lisbonne, sur la liberté de circulation des capitaux dans l'Union et entre l'Union et le reste du monde, est incompatible avec toute une série de mesures que nous voulons prendre. Et c'est pas rien, ça. Bon. Il faut l'expliquer, faire un travail d'éducation populaire bien plus intense que ce que nous avons fait jusqu'à présent, pour préparer le terrain et commencer à faire perdre de l'importance au virus libéral qui infecte tant de bons esprits. Au virus européiste, mais parfois d'ailleurs ça se confond, ce sont deux virus amis. Première chose. Deuxièmement, il faut effectivement annoncer la couleur, voilà ce qu'on va faire. Mais dans des opinions déjà préparées. D'abord, utiliser les moyens que permettent les textes. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais il en existe un peu. Mais il y a un instrument dont personne ne parle, sauf Sarkozy qui en a parlé dans sa campagne, d'ailleurs en disant n'importe quoi sur cet instrument, qui s'appelle le compromis de Luxembourg. Alors je ne sais pas dans quel degré de familiarité que vous avez avec ce document, je vous rappelle de quoi il s'agit. En 1965,
De Gaulle, au pouvoir, entre en conflit avec la Commission européenne et avec les 5 autres États membres sur le règlement financier de la politique agricole commune. La politique agricole commune avait été décidée en 1962, mais les Allemands et le président de la Commission, nommé Hallstein, rechignaient, traînaient les pieds pour adopter le règlement financier qui permettait la mise en place et le fonctionnement de la PAC. Donc c'était bloqué. De Gaulle a fait une chose très simple, chaise vide, politique de la chaise vide. Pendant 6 mois, à aucun niveau de ce qui était à l'époque la CE, il n'y a eu de représentant français, du ministre aux fonctionnaires. Donc il fonctionnait à 5. Et ça peut marcher à 5, hein, mais ça marche quand même moins bien qu'à 6, la France étant quand même un pays important de la CE de l'époque. Et au bout de 6 mois, les autres ont craqué. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il y a eu un document qui est toujours valable, qui n'est pas caduc, qui n'a jamais été abrogé, qui fait partie de l'acquis communautaire, qui s'appelle l'arrangement ou le compromis de Luxembourg. On utilise les 2 termes. Et qui dit ceci. J'ai le texte complet, mais là je vous le cite de mémoire. Il dit ceci. Chaque fois qu'un État voit ses intérêts vitaux, il ne disait pas tout à fait ça vitaux, mais ou très importants, menacés par une décision communautaire prise à la majorité qualifiée, la discussion continue jusqu'à ce qu'on arrive à un accord. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire passer toute une série de décisions qui relèvent de la majorité qualifiée. Or, toutes les décisions sur le marché intérieur relèvent de la majorité qualifiée. Je parle sous le contrôle du parlementaire européen qui est là assis au premier rang. Elles relèvent toutes de la majorité qualifiée. Et on est sûr, sur les mesures de libéralisation, de les perdre tout le temps. Donc ça veut dire passer de la majorité qualifiée à l'unanimité, c'est-à-dire veto. Alors, on va vous dire, mais attendez, quel est cet intérêt vital si important, etc. Ben, l'intérêt vital si important, c'est la souveraineté populaire telle qu'elle s'est exprimée par le suffrage. Voilà un intérêt, l'intérêt vital démocratique qui doit être invoqué. Donc, moi, je propose de redonner visibilité et force au compromis de Luxembourg, qui est légal. Évidemment, quand vous dites compromis de Luxembourg, si vous dites ça à la Commission, ou même si tu le dis au Parlement, mais tu vas provoquer l'effroi et l'horreur. Mais ça fait partie, au nom de l'acquis communautaire, ça peut être invoqué. Alors, ne nous faisons pas d'illusions, si nous faisons ça, nous allons droit vers une crise. Mais que cette crise est la bienvenue, parce qu'elle permet de remettre à plat la construction européenne. Alors on va dire, oui, mais vous êtes bloqué, paralysé l'Europe. Non, tout continue. Les traités continuent, les trains arrivent à l'heure, tout se passe normalement. Simplement, on ne prend pas de nouvelles mesures. On bloque toutes les mesures de libéralisation et la Commission ne fait que ça. La Commission est une machine à produire à flux tendu, à jet continu de la libéralisation. On arrête, on remet à plat. Pour combien de temps ? Le temps qu'il faudra. Et c'est pour ça que je suis assez d'accord avec la stratégie que développait Jacques Généreux. Il faut pas sortir tout de suite. Peut-être qu'il faudra sortir, mais et pas seul, et pour faire autre chose. Sur l'euro, je suis beaucoup moins optimiste. Je pense que l'euro ne peut pas marcher. Absolument pas, pour des raisons structurelles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une politique monétaire identique pour des pays qui sont dans des cycles économiques totalement différents, avec des niveaux de probabilité différents. C'était l'erreur initiale. Et on en démontre aujourd'hui la pertinence. Donc je suis pas isolé, je n'ai pas d'illusion, par exemple, je pense que nous ne serons pas isolés et qu'un gouvernement animé de bonnes intentions, telles que celles que j'ai rapidement évoquées, trouverait un appui populaire, non pas chez les dirigeants des pays voisins ou amis, mais chez les peuples de ces pays. Et il ne faudrait pas hésiter une seconde à passer par-dessus la tête des collègues du Conseil européen. Et je crois que là, nous pourrions agglutiner un grand nombre de forces. Franchement, ce n'est pas facile, mais je ne vois pas d'autre solution que celle-là, c'est de provoquer une crise salutaire et sur un terrain qui est bien choisi de l'Union européenne. Sinon, nous sommes d'avance perdants contre la machine de guerre qu'est l'Union européenne dans sa forme actuelle, contre absolument tout ce que nous défendons, la protection sociale, les valeurs écologiques, etc., etc. Voilà ce que je voulais vous proposer. Donc, tu vois, j'ai fait une proposition.